Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois avec un nouvel invité. Aujourd'hui, avec nous, le professeur Edel Ketam, expert à la Direction générale de la recherche scientifique et développement technologique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, professeur, dans un premier temps, vous avez été cité sur un post Twitter du professeur Didier Raoult, un personnage clé dans la lutte contre le coronavirus aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, il vous a rendu hommage dans ce message posté sur Twitter. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel est le lien que vous avez avec le professeur Raoult et avec l'IHU Méditerranée Infection de Marseille? Merci pour cette question. Merci pour l'invitation, d'abord. En fait, c'est des relations qui datent plus de 20 ans avec Didier Raoult. En fait, j'ai préparé ma thèse de doctorat chez lui. Donc, au niveau de l'IHU. 2004 et 2008, si je ne me trompe pas. C'est en 2003. 2003. 2003 à 2008, voilà. Donc, 2003, c'était fin 2003, 2004, voilà. Et à l'époque, ce n'était pas l'IHU, c'était URMIT, c'est une unité de recherche mixte en maladies tropicales émergentes et réémergentes, c'est URMIT. Et voilà, donc on a essayé de lier des liens par rapport aux activités de recherche et par rapport aux différents pathogènes qui existent en Algérie, plus particulièrement l'Algérie, mais en général, c'est le nord africain. Et donc, il était impressionné par rapport à ma perception de la recherche en Algérie. Donc, ce qui a démarqué par rapport aux autres chercheurs algériens qui sont passés avant. Donc, voilà, donc c'est à partir de là où vraiment il m'a dit, donc, tout en étant thésard, hein, donc je préparais ma thèse, il m'a dit tu as une autre carrure, c'est pas une carrure d'un étudiant, où je vous considère directement comme étant un collègue. Et là, ça m'a vraiment donné une impression de collégial, c'est pas une impression d'un directeur de thèse. Et sachant qu'à l'époque, il était président de l'université de Marseille. De Marseille. C'est pas Université de médecine. Voilà. Alors, je rappelle que le thème de votre thèse, si je ne me trompe pas, arrêtez-moi si je me trompe, hein, c'était maladies transmissibles et pathologies tropicales sous la direction de Didier Raoult. C'est le diplôme que j'ai obtenu. Donc, j'ai obtenu un diplôme de maladies transmissibles et pathologies tropicales. Donc, ma thèse a fait objet d'un travail sur les puces et vecteurs des maladies. Les puces et des vecteurs de maladies comme la peste, comme le typhus, comme le Bartonella, comme les Borrelia, fièvre récurrente, etc. Donc là, on a travaillé avec l'épidémie et la pandémie que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi. Voilà. Et donc, c'est à partir de là qu'on a appris beaucoup j'ai appris beaucoup de choses parce qu'en fait, c'est un institut qui fait et la formation et des formations de différentes techniques. Donc, je profite de l'occasion de le remercier parce qu'en fait, c'est un excellent formateur et je me suis même formé en P3, donc pour les pathogènes de troisième sécurité. Donc, ce qui m'a permis vraiment, du moment que j'ai ce qu'il faut, j'ai des outils nécessaires, j'ai la qualification nécessaire pour prendre en charge les formations et le diagnostic du Covid-19. Comme vous le savez, que c'est une maladie qui est très, très, très dangereuse parce que c'est un virus qu'on ne connaît pas trop. Donc là, je me suis permis, grâce bien sûr à la Direction générale de la recherche scientifique et développement technologique, que je salue le professeur Aura, qui est le directeur général, qui m'a autorisé, qui m'a donné la main, m'a dit voilà, vous êtes sous notre autorité, vous pouvez faire les travaux que vous voulez, vous pouvez faire les formations qui sont nécessaires. Et là, j'interviens beaucoup plus au niveau des universités. Je précise bien. Justement, on va en parler. Vous dirigez, en tout cas, c'est sous votre direction le laboratoire de l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa, où vous résidez actuellement. On va revenir un petit peu. Moi, je réside à Alger, hein, donc vous résidez à Alger, mais en ce moment, pour la direction de ce laboratoire, vous êtes sur les lieux, vous êtes sur Béjaïa, c'est ce que je voulais dire. Merci de me rattraper. En tout cas, on va un petit peu revenir très brièvement sur cette fausse polémique finalement entre vous, entre le laboratoire de l'université de Béjaïa et l'Institut Pasteur d'Algérie, suite à l'annonce donc du lancement de l'activité du diagnostic de Covid-19 par l'université. Vous allez nous en parler très brièvement et puis on va revenir aussi sur la réaction de Fawzi Derar, le docteur Fawzi Derar, qui est le directeur de l'Institut Pasteur.
Voilà. Donc là, c'est effectivement, bon, sincèrement, je ne vois pas l'utilité de faire ce type de discours, enfin ce type de publication publiquement. Là, c'est vraiment très, très déplacé. Je suis vraiment déçu par ce type de comportement. Il fallait être professionnel, donc il n'avait qu'à m'appeler et on discute. Mais logiquement, lorsqu'il y a une bonne volonté de faire un travail collaboratif, donc il aurait pu m'appeler pour me soutenir et qu'on travaille en collaboration. Donc Alors d'ailleurs, justement, je lui ai envoyé ouais. des messages, je lui ai même essayé de l'appeler, il ne répondait pas. Donc je lui ai envoyé des messages, je lui ai dit, moi je suis prêt à travailler, donc il faut qu'on travaille ensemble. L'union fait la force, mais il ne répond pas. Et en contrepartie, voilà le résultat, donc il a envoyé Mais Twitter. attendez, il a réagi, il a été interrogé sur la question et je vais vous lire tout simplement sa réponse. Nous avons publié cette précision pour éviter tout amalgame. Nos équipes interviennent pour accompagner les laboratoires. Le professeur Idir Bitam est un ami et je n'ai aucun doute sur son domaine de compétences. J'ai seulement précisé qu'il ne fait pas partie de nos effectifs. Oui, mais là, il se contredit. Vous Il avez se lu contredit parce cette qu'il a... réaction? Oui, il s'est contredit parce que s'il reconnaît mes compétences, pourquoi ils envoient les gens de Pasteur? Pourquoi il n'a pas reconnu immédiatement la capacité de laboratoire de diagnostic de Abdelrahman Bira, de l'université de Béjaïa? S'il était vraiment direct, il aurait pu accepter le diagnostic et envoyer Alors, l'équipe pour... Alors, Oui. dans le même message, il y a une autre réaction par rapport à votre laboratoire. Donc, il précise que l'Institut Pasteur n'a pas été prévenu au préalable et qu'il l'a été une fois que ce laboratoire a été mis en place. Là, pas, ça en dehors de mes compétences. Là, c'est la hiérarchie qui devait Il y a intervenir. peut-être quiproquo, donc c'est pour ça que nous, on essaye Voilà. de dédramatiser la situation pour Ouais, apporter juste des pour donner réponses. l'information, ça reste là, c'est tout simplement, lorsqu'il s'agit d'un laboratoire au niveau de l'université, c'est le directeur général de la recherche scientifique et développement technologique qui me dit, voilà, il y a telle ou telle université. Il m'a cité 14 universités qui sont prêtes à collaborer avec l'Institut Pasteur. Et là, je me déplace en fonction de mes disponibilités. Et c'est la raison pour laquelle je me suis déplacé à BGF parce qu'elle fait partie de l'une des 14 universités. Donc, je ne travaille pas seul, j'ai des hiérarchies, donc j'ai un salaire qui dépend de l'université, Du d'avancement ministère. supérieur. Donc, je ne travaille pas seul, contrairement à ce qu'il a dit, docteur D'accord, Dera. donc on va dire que c'est un malentendu. J'espère bien En que tout ça cas, je passe. pense, moi je pense en tant que journaliste, en tout cas, je vous dis que c'est le moment de travailler tous ensemble, d'unir nos forces. Voilà, nous sommes face à une Moi, je pandémie. suis disponible, il n'y a aucun problème. Très bien. Donc, une dernière déclaration de la part du docteur Derar. Nous sommes prêts à accompagner l'université de Béjaïa dans ses activités de dépistage. Moi, j'aimerais vous poser une question dans ce sens. Comment ça se prépare? Comment ça se passe au niveau du laboratoire? Et quel est justement l'intérêt, selon vous, du dépistage massif? Pour l'instant, on n'est pas arrivé au point de dépistage massif. Bon, maintenant, je peux vous dire rapidement comment ça se passe. Donc, lorsqu'il y a une université qui est prête, donc elle envoie un message, enfin un document officiel, c'est le recteur de l'université qui envoie un dossier officiel au directeur général de la recherche scientifique, professeur Aourak. Donc, professeur Aourak, donc, qui connaît l'université en question, il me contacte, me dit voilà, ce que tu peux voir à peu près ce qu'ils ont réellement, des compétences et surtout la disponibilité des appareillages. Donc généralement, il m'appelle par téléphone. Donc il y a le recteur ou bien le directeur du laboratoire de recherche qui m'appelle, me dit voilà, on a besoin de vous, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc je suis déjà par téléphone avant mon déplacement. Donc on fait un listing. Je leur fais un listing, qu'est-ce qu'il faut comme appareil, qu'est-ce qu'il faut comme outil, etc. Ensuite, je fais un déplacement pour voir la disposition de ces appareils pour gagner du temps. Bien sûr. Ensuite, voilà, donc c'est le professeur Awara qui contacte l'Institut Pasteur pour leur dire voilà, on a tel laboratoire ou telle université qui est prête à recevoir donc, la plateforme technologique et pour collaborer avec vous. Donc c'est ça la Et, procédure. oui, et on en a parlé en début d'intervention. Donc, vous êtes scientifique, donc vous pouvez carrément nous répondre à nos questions. Mais on va d'abord essayer de répondre à quelques interrogations qui font surface de plus en plus depuis l'apparition du Covid-19, notamment sur l'origine du Covid-19. Est-ce que, selon vous, comme est annoncé par certains autres scientifiques, le virus, le Covid-19, le coronavirus, ce coronavirus qu'on connaît aujourd'hui, aurait pu être fabriqué en laboratoire par l'humain? Sincèrement, j'en doute. J'en doute parce qu'en fait, il faut savoir qu'il a été, séquencé. Le génome du virus a été séquencé 2 ou 3 jours après les premiers cas en Chine, à Yuan.
Donc là, c'est extrêmement rapide. Vous voyez la technologie, comment elle a avancé. Donc du coup, le génome complet là, a été séquencé. Et parmi les séquences, il y a des gènes qui sont, c'est les gènes de chauve-souris, il y a même le gène de pangolin. C'est la raison pour laquelle ils ont dit qu'en quoi c'est un virus qui vient des deux animaux. L'animal primaire, c'est-à-dire l'hôte principal sauvage, naturel, c'est bien la chauve-souris, effectivement. C'est la raison pour laquelle, déjà, nous, chez nous, enfin un peu partout dans les pays où il y a beaucoup de cas de Covid-19, c'est de se pencher aussi sur le côté animal pour voir, parce qu'en fait, c'est une zoonose. Ce n'est pas une infection interhumaine. Donc, l'homme l'a ramené à partir d'un animal. Donc, il faut essayer de voir s'il n'y a pas une transmission maintenant inverse de l'homme vers un animal. Donc là, il y a tout un travail de surveillance et de contrôle zoonotique. Donc, effectivement, comme j'ai dit, c'est un virus où il y a des gènes de chauve-souris et des gènes de pangolin. Maintenant, il y a une déclaration d'un grand chercheur qui a eu le prix Nobel. Oui, le professeur Luc Montagnier. Oui, justement, donc on le respecte beaucoup quand même. C'est un prix Nobel, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a découvert le VIH. Hein. Exactement, il faut faire attention. Et les déclarations qui disent effectivement c'est possible, mais l'origine de ce virus est une origine naturelle. Après, la manipulation, c'est-à-dire l'ajout d'un gène de VIH pour produire le vaccin, là, on n'a pas de preuves scientifiques, mais maintenant, s'il le dit, donc je ne dis pas qu'on le croit à 100%, on le respecte, mais il faut des preuves scientifiques. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve scientifique sur ce type Vous pensez qu'il aurait fait ces déclarations sur quelle base? Sur la base, effectivement, sur la base de la production d'un vaccin, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on veut produire un vaccin, il y a ce qu'on appelle des vaccins à partir d'un virus réel qu'on va atténuer, c'est le cas de la grippe, par exemple. Donc, on prend le virus de la grippe virulent, donc on fait des passages de culture. Au bout de 19e ou 18e passage, on va obtenir un virus qui est atténué. Et c'est ce virus-là qu'on va introduire dans le corps humain pour qu'il puisse produire des anticorps. Donc, il devient protégé. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec le Covid-19, mais le problème, c'est qu'il est très, très agressif. Parce qu'en fait, il est très virulent. La virulence d'un virus, c'est le fait de se multiplier. Comme la grippe, on parle de millions de copies, mais le virus de Covid-19, c'est des milliards de copies. Alors, pour essayer de faire un virus atténué, il nous faut des centaines de passages de milliers. Vous voyez, donc c'est très, très difficile et c'est très lourd, c'est-à-dire c'est très coûteux. Alors, je pense que c'est une des stratégies pour essayer de voir, donc c'est de rajouter génétiquement un gène de virus de VIH à l'intérieur de Covid-19. Ensuite, cette mutation va produire peut-être une dévirulence, qu'on appelle, on va enlever la virulence de ce virus pour qu'il puisse être reconstitué, c'est-à-dire on va enlever la virulence de ce virus pour qu'il puisse être accepté pour être comme un candidat vaccinal. Donc, vous pensez que c'est sur cette base-là que le professeur Luc Montagnier a fait ses déclarations? C'est ce qu'il a expliqué, en tout cas. D'accord. Mais en tout cas, nous, on sait, en tout cas via nos recherches, qu'effectivement, il y a des laboratoires à Wuhan, en Chine, qui travaillent sur des coronavirus. Est-ce qu'on aurait pu, par exemple, travailler sur un antivirus du coronavirus et qu'on ait, par mégarde, créé un virus et qu'il y ait eu une fuite du laboratoire, d'une chauve-souris ou... Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, mais je suis un peu d'accord, mais pas scientifiquement, attention. Oui, ça, oui. c'est par rapport à ce qui s'est passé. C'est pas normal qu'ils ont incriminé ce qu'on appelle des marchands d'animaux sauvages dans ce marché et qui n'ont pas analysé ces animaux. Ça, c'est vraiment... Ça pose des questions. La première des choses, lorsqu'on suspecte des animaux qui sont déjà au niveau d'un marché, c'est de les saisir, première chose, ensuite de les analyser pour voir effectivement ce qu'ils contiennent du Covid, chose qui n'a pas été faite. Donc là, ça pose des questions, effectivement. Il y a des questions qui se posent. Ça va devenir très politique parce que les États-Unis accusent la Chine nie
en bloc ces accusations. La France y met aussi, donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On va plutôt essayer de répondre à des questions plus scientifiques et qui vont répondre aux questions de nos téléspectateurs. Alors, professeur Bitam, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut dire que le Covid-19 n'est pas qu'une infection virale du poumon, mais d'autres organes sont touchés, comme le cœur, le sang? Tout à fait. Effectivement, il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le virus, c'est un virus ARN et qui est extrêmement virulent, c'est-à-dire on parle de milliards de copies, ce qui va provoquer ce qu'on appelle un nuage de cytokines. Les cytokines, comme vous connaissez, c'est des réactions immunitaires. Donc, vous avez des lymphocytes qui vont produire des cytokines, donc c'est des cellules tueuses, comme on dit ça. Et lorsqu'il y a un nuage, c'est-à-dire qu'on aura tout le corps, c'est-à-dire au niveau du sang, de tout notre sang, sera infesté par des cytokines. Ce qui va provoquer ce qu'on appelle un choc immunitaire où tous les organes seront touchés. Il n'y a pas que le poumon. D'ailleurs, maintenant, parmi les traitements, il y a beaucoup de propositions, c'est de faire ce qu'on appelle, donc c'est d'injecter carrément un nouveau sang pour essayer de purifier, d'en diluer un peu les cytokines pour que le corps humain puisse redevenir normal avec son système immunitaire, etc. Voilà, donc pratiquement, c'est tous les organes, c'est pas que le poumon. Et après la guérison, est-ce qu'on peut dire que le tissu pulmonaire est endommagé après guérison? Non, ça dépend. En fait, ça dépend. C'est au cas par cas. Il ne faut pas trop généraliser ça. Les poumons, enfin, lorsqu'on parle d'une insuffisance respiratoire, c'est pas comme un cancer poumon. L'insuffisance respiratoire, c'est-à-dire le tissu, il est normal. L'insuffisance respiratoire, c'est un manque d'oxygénation. Donc là, c'est pas le poumon en réalité, on a ce qu'on appelle au niveau du globule rouge, on a des récepteurs de fer. Donc là, il y a un manque d'oxygène, c'est-à-dire le fer ne fait pas son travail correctement. Donc il n'y a pas alimentation d'oxygène. C'est ce qui provoque l'étouffement. Donc ce n'est pas les poumons qui ne travaillent pas, mais c'est le système d'oxygénation du corps humain qui est défectueux. D'accord. Voilà. Et on va parler d'un autre débat, en tout cas au niveau des médecins qui traitent les personnes atteintes de Covid-19. L'état des malades semble s'aggraver après intubation. Donc, que faire? Est-ce qu'il faut intuber plus tard ou ne pas intuber du tout? C'est normal. Lorsqu'une personne a des déficits respiratoires, il faut l'aider. On peut l'aider, mais le problème qui se pose, c'est que c'est très difficile parce que généralement, on endort le malade. Donc, on le met sous anesthésie générale. Pour éviter, c'est très agressif quand même, faire introduction au niveau d'un malade, c'est très très difficile, ça fait très mal. Donc là, il faut l'endormir pour ne pas trop déranger le système respiratoire. Ça d'un côté. Et bon, je ne vois pas pourquoi pas, oui, on peut le garder, on peut garder un peu plus longtemps que possible, mais dès qu'il y a une amélioration par rapport à un traitement particulier. Parce qu'avant, effectivement, il n'y avait pas de traitement. C'est pour ça qu'il y a une très forte mortalité. Là, on a remarqué, effectivement, depuis l'introduction des molécules, etc., l'introduction du nouveau traitement, on a remarqué que c'était effectivement que l'intubation sera moindre durée. Donc, ils ont une réduction de la durée d'intubation, donc amélioration clinique des malades. Et il y a même des malades, depuis son aggravation, ils sont carrément sortis de leur lit d'hospitalisation. Justement, on va en parler de ce traitement de l'hydroxychloroquine qui a été, je vous le rappelle, découverte par une molécule efficace, a priori, par le professeur Raoult, que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Est-ce que vous pensez que c'est le traitement idéal pour vaincre le Covid-19 en ce moment? Non, ce n'est pas l'hydroxychloroquine qui est le traitement direct, c'est l'hydroxychloroquine couplé avec l'azithromycine. L'azithromycine. Alors pourquoi c'est couplé? Parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'une complication, je ne parle pas de 100% des cas, mais quand même, une forte pourcentage, c'est une complication pneumonique, c'est une bactérie pneumonique. Vous voyez, donc, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a l'hydroxychloroquine qui va baisser la charge virale de virus, voire l'inactiver, on a aussi l'accouplement avec une antibiotique qui est l'azithromycine, qui est spécifique, habituellement donnée pour des malades qui ont des insuffisances respiratoires d'origine bactérienne. Et c'est ce couple de traitements qui marche très, très, très bien. Alors, je profite de l'occasion parce que je suis en contact avec mes amis infectiologues d'Algérie.
Donc, on a créé un réseau, donc je fais partie de ce réseau. Je suis en contact permanent avec ces infectiologues et je vous assure qu'ils sont tous très, très contents de ce traitement. C'est des malades. Maintenant, on ne parle plus de mortalité importante comme avant, où il y a une réduction flagrante de mortalité. Et maintenant, les gens, il reste maximum 10 à 15 jours d'hospitalisation, ils rentrent chez eux. Charge virale zéro, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Après, maintenant, il y a d'autres traitements tels que, là, ça revient parce que maintenant, ils utilisent des antirétrovirus pour le VIH comme traitement. Et là, ça conforte un peu la théorie, enfin, pas la théorie, la déclaration de la personne de l'Institut Pasteur. Ah, de l'Institut Pasteur. Oui, il a travaillé en collaboration avec l'Institut Pasteur de Paris. D'accord. Alors, on va parler d'un autre problème, celui du surpoids. Est-ce que ça pourrait être un facteur d'aggravation de la maladie? En fait, le surpoids, ce n'est pas le surpoids lui-même, c'est-à-dire les conséquences de surpoids. Les conséquences du surpoids, c'est le diabète. Donc, le diabète fait partie d'une des complications, effectivement, du Covid-19. Donc, vous avez le diabète, vous avez l'hypertension, vous avez le cancéreux. Il y a d'autres maladies, effectivement. Maladies cardiaques aussi. Des maladies cardiaques, oui. Donc, ça contribue effectivement à l'aggravation de la maladie, parce qu'on est infecté par le Covid. Et cette fois-ci, on va essayer de déceler le vrai du faux, parce que ça arrange bien nos fumeurs, car le faible nombre de fumeurs parmi les patients touchés par le coronavirus interpelle les médecins. L'influence de la nicotine sur le virus est-elle à l'étude en ce moment? Oui, effectivement, il y a maintenant 3 ou 4 articles qui viennent de sortir. En fait, il parle de nicotine, mais il y a d'autres articles qui parlent de la fumée. La fumée, c'est un peu logique, parce que la fumée, elle va enlever l'oxygénation. Donc, elle inhibe un peu l'oxygénation. Et du coup, lorsque la personne, mais attention, il faut préciser, c'est lorsqu'on vient d'être infecté. On vient d'être infecté, c'est-à-dire le virus reste toujours au niveau des ganglions, au niveau de la gorge. Et là, lorsqu'on prend des fumées de cigarettes, effectivement, la fumée peut contribuer à la diminution du virus, c'est-à-dire qu'on aura une charge virale qui est basse et qui ne peut en aucun cas donner la maladie. Mais si on fait un test de PCR, ça peut sortir positif. Il faut faire attention. Donc, la cigarette n'est pas une solution thérapeutique. Et je suis contre les gens qui fument. D'accord. Alors, professeur Bitam, nous sommes en plein printemps, là, c'est l'arrivée de l'été, carrément. Est-ce que l'été va arrêter le virus? Est-ce que les températures élevées ont une influence? Les gens parlent du continent africain comme étant le moins touché, car il serait un pays chaud, enfin un continent chaud. Alors, vous avez bien fait de me poser cette question parce que c'est une question très pertinente et c'est des questions qui reviennent souvent, surtout pour les pays d'Afrique. Là, j'insiste et je le redis encore une fois, c'est que le virus, même à 40 degrés Celsius, il peut survivre jusqu'à 2 heures, voire 3 heures de temps. Donc, c'est largement suffisant pour que les personnes soient infectées. Par contre, s'il y a une personne qui a des symptômes, donc elle tousse ou bien elle éternue, donc là, on a des centaines de milliards de copies de virus qui seront émises directement par rapport à une personne qui est juste à côté. Donc, il y a des petites particules qu'on ne voit pas au microscope, ce qu'on appelle des gouttelettes de Funch, qui viennent déjà, le fait que je parle. Donc là, j'ai mis des petites gouttelettes qu'on ne voit pas à l'œil nu d'ailleurs, et chaque gouttelette peut contenir des milliards de copies de virus. Une gouttelette seulement peut suffire pour contaminer la personne qui est à côté. Donc là, je suis très content que vous ayez posé cette question, et je profite de cette occasion pour dire, faites attention, c'est faux, la température ne contribue en aucun cas l'arrêt de la transmission du virus. D'accord. Donc, il faut faire attention. Et justement, on va parler du déconfinement. Certains pays s'y mettent déjà ou se préparent déjà au déconfinement. Est-ce qu'il faut rester quand même vigilant, surtout en Algérie? Tout à fait. Bon, le déconfinement, ce n'est pas le moment du tout. Alors, pourquoi ce n'est pas le moment? Parce qu'on a des fluctuations. On n'a pas exactement les données stables de nombre de cas diagnostiqués par rapport aux cas qui sont hospitalisés ou bien des cas qui ont ce qu'on appelle de la clinique, donc l'apparition clinique. De ce fait, donc, il y a un sous-diagnostic chez nous en Algérie. Donc, lorsqu'il y a un sous-diagnostic, on ne peut en aucun cas prévoir
est-ce qu'on peut arrêter ou prolonger ou carrément réduire le confinement. Pour l'instant, Donc actuellement, on ne sait pas si le plus dur est passé en Algérie ou pas encore. Exactement, on n'a pas encore le pic. On n'a pas la preuve, il y a un jour, on a parlé de 45 cas ou 54 cas, le lendemain, on parlait de 106 ou 107 cas. Vous voyez, donc logiquement, on devait parler de diminution. Mais là, il y a des diminutions, ensuite ça augmente, ensuite ça descend et ça augmente. Et ces fluctuations ne nous aident en aucun cas de prédire ce qu'il faut ou non arrêter le confinement. Et après le confinement, on va parler de cas de recontamination. Est-ce que c'est le plus à craindre après le déconfinement, comme c'était le cas en Corée du Sud ou en Chine? Oui, eh bien, tout à fait, parce qu'il y a des théories, ce ne sont pas des théories, c'est la réalité. Mais après, c'est des pourcentages toujours, parce que la science est comme ça, elle est un peu compliquée, elle n'est pas trop générale, donc c'est au cas par cas. Et il faut savoir qu'on a eu des bactéries, donc il y a des bactéries qui peuvent héberger ces virus. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle il faut un double traitement, donc c'est un antiviral et un antibactérien. Donc, dans le cas où il y a des particules virales qui peuvent être emprisonnées à l'intérieur des cellules pulmonaires ou bien des cellules, bien carrément des bactéries, pas forcément la bactérie pulmonaire, hein, toutes sortes de bactéries, donc elles peuvent héberger ces virus. Et lorsqu'on a des stress, 2 ans, voire 3 mois après, même après le traitement, ces bactéries peuvent s'éclater et faire sortir des virus. Et il y aura ce qu'on appelle des récidives. Et c'est le cas de ce qui se passe. Donc, il faut rester à la maison et être vigilant toujours, professeur Bitam. Oui. Je vais vous laisser le mot de la fin, professeur Bitam, pour donner vos petits conseils aux Algériens qui vont vous regarder. Ben merci. Bon, le seul discours que je donne, il faut faire très très attention. Bon, c'est vrai que la chaleur va venir. C'est vrai que malheureusement, il y a donc, dans les plages, il y a quelques publications qui parlent de l'eau de mer avec le iode qui peuvent effectivement contribuer donc à la lutte contre le virus, mais là, ça reste toujours théorique, donc on n'a pas de preuves tangibles. Donc, moi, ce que je recommande toujours, la distanciation entre 2 personnes. Donc, il faut qu'il y ait plus de 1,80 m, voire 4 mètres lorsque la personne est infectée. Le confinement, bien sûr, il faut le respecter. Tant que le gouvernement le dit, c'est parce qu'il y a des grands chercheurs au niveau du gouvernement qui sont en train de conseiller le ministre de la Santé. Et lorsqu'il y a des recommandations à faire, il faut les suivre parce que c'est vraiment prouvé scientifiquement. Donc, tant qu'ils disent qu'il faut respecter le confinement, il faut respecter le confinement. Et là, c'est pour votre santé, pour la santé de vos parents et de vos enfants. Voilà. Je vous remercie, professeur Idil Bitam, d'avoir répondu à toutes nos questions et merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et bon courage dans vos travaux. Merci beaucoup.